Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Donc, bienvenue ici dans ce nouveau webinaire de Liberty sur l'écotourisme. On va attendre quelques petites minutes pour que plus de personnes se connectent avant de commencer. Alors, nous allons voir sur ce webinaire donc, différents projets écotouristiques et durables en Amérique du Sud, aussi bien dans la préservation de l'environnement, que ce soit de l'environnement, mais également des cultures et des populations locales, de la faune, de la flore, etc. Il y a différents projets que nous allons voir. Il y a énormément de projets. Nous allons voir juste quelques projets qui sont vraiment très intéressants. Aussi plusieurs projets avec les populations locales pour vraiment engager les populations locales dans un tourisme responsable et un commerce équitable. Nous allons voir ça tout au long de cette présentation. Donc moi, je suis Edouard, je suis installé au Chili et ma collègue Eleonora. Bonjour tout le monde, moi je suis Eleonora, je suis installée à Rio de Janeiro. Très bien. Alors, nous allons commencer. Donc, tout d'abord, sachez que si vous pouvez nous poser des questions sur le chat, vous pouvez les écrire en anglais. Nous vous répondrons soit directement sur le chat, soit en vous envoyant donc un email. D'accord? Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Nous avons toutes nos équipes et les responsables de chaque pays connectés pour répondre donc à toutes vos questions et toutes vos questions. Alors, tout d'abord, nous allons commencer. Donc, qu'est-ce que le tourisme durable? Donc, tout d'abord, le tourisme durable est une industrie qui s'engage à causer un effet faible en fait et un impact sur l'environnement faible, et également sur la culture, sur les cultures locales. Elle contribue à générer des revenus et des emplois pour les populations locales. Fondamentalement, une destination durable vit en harmonie avec la nature, soucieuse de maintenir la viabilité et la qualité des ressources naturelles et culturelles à long terme. Donc, d'abord pour l'écotourisme. Ici, une petite diapositive sur les bureaux de Liberty. Donc, un premier bureau est situé donc, à Rio de Janeiro au Brésil, un autre à Buenos Aires en Argentine, à Santiago, au Pérou et en Colombie. Alors, depuis le Pérou, par exemple, on opère très facilement en Bolivie, ou par exemple depuis la Colombie ou depuis le Pérou, on peut également coordonner des voyages, par exemple, en Équateur. Quels sont les avantages de travailler avec Liberty? C'est que vous aurez un seul interlocuteur pour, si vous souhaitez faire, par exemple, un combiné. Donc, disons un combiné Chili-Argentine, vous allez avoir un seul interlocuteur. Et également, tout ce qui est paiement, il y aura, même s'il y a un combiné, il y aura un seul paiement. Donc, c'est vraiment des choses qui vous faciliteront la vie pour des futurs voyages. Alors, voici donc le Chili. Donc, le Chili est un des pays avec plus de 6000 km de côte et une biodiversité vraiment une des plus importantes au monde. Il détient également la 3e calotte glaciaire sud au monde après l'Antarctique et le Groenland. Donc, on va regarder la diapositive suivante. Donc, on voit donc, le Chili, on l'a appelé là où l'impossible est possible. En effet, donc, il y a 23% de forêts natives, 0,4% de zones urbaines, un littoral de 6435 km. Donc, vraiment, ça part du Cap Horn jusqu'à la frontière avec le Pérou et une densité de 25 habitants par kilomètre carré, donc une très faible densité pour un tel pays. Alors, nous allons commencer donc à parler du fameux désert fleuri d'Atacama. Donc, le désert fleuri est un phénomène qui se produit dans le désert d'Atacama, qui est le désert le plus aride au monde et constitue donc l'apparition d'une grande diversité de fleurs pendant les années où les précipitations sont inhabituelles. Normalement, il y a des précipitations toutes les années, mais quelques fois par an,
des précipitations inhabituelles vont faire éveiller plus de 200 espèces de fleurs en dormance, donnant vie au phénomène de nature appelé le désert fleuri. Donc, vous pouvez visiter ça entre août et novembre. Nous allons ensuite donc, dans la réserve de Willow Willow, dans la région des lacs et des volcans. Donc, la réserve biologique de Willow Willow est une zone naturelle protégée située au milieu des Andes de Patagonie, donc à 860 km au sud de Santiago, vraiment située dans la région des lacs et des volcans, près de la région de Pucón, où il y a le fameux volcan Villarrica. Il a reçu plusieurs récompenses internationales, comme par exemple Virgin Holiday Responsible Tourism Award, pour sa responsabilité envers l'environnement et les communautés locales qui sont impliquées dans ce projet. Il protège plus de 100 espèces différentes d'oiseaux et d'autres animaux, mais surtout il protège le huemul qui est en voie d'extinction et qui est vraiment le symbole du Chili. Pour connaître Willow Willow, vous pouvez séjourner dans l'un des 9 hébergements, donc allant du camping aux hôtels de luxe. Donc il y a vraiment tout type d'hébergement, vous pouvez même dormir dans des arbres, etc. C'est vraiment exceptionnel, dont la Montaña Mágica, qui est vraiment l'hôtel phare de ce parc. Pour le visiter, il est recommandé de prendre quelques jours pour profiter des paysages et partager avec les communautés mapuche, puisqu'il y a vraiment un lien très important entre les communautés mapuche et également le parc de Willow Willow. Vous pourrez également faire du rafting, du trekking et des activités avec des itinéraires éducatifs. Donc, ensuite, nous allons sur la route des parcs. Donc, pour moi, personnellement, la route est la région la plus magnifique du Chili. Donc, la route des parcs de Patagonie chilienne est une initiative de Tom Kings, donc, qui est le fondateur de North Face, qui est malheureusement décédé sur la route australe il y a maintenant quelques années. Mais il a travaillé, c'était un amoureux de la Patagonie. Il a travaillé pendant plus de 2 décennies au Chili et en Argentine pour créer des parcs nationaux, les réhabiliter et mettre en œuvre des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement tout en respectant les communautés locales. Il achetait, grâce à sa grande fortune, des énormes étendues en Patagonie. Il les réhabilitait et ensuite il les offrait au gouvernement chilien et argentin pour que ceci devienne un parc national et soit complètement protégé. Donc, la route des parcs de Patagonie est une route panoramique de 2800 km couvrant 17 parcs nationaux entre Puerto Montt et le Cap Horn. Donc, vraiment, le début de la Patagonie et la fin de la Patagonie, donc au Cap Horn, qui est bien entendu chilien. Le parc national est la catégorie de protection la plus élevée pour une zone géographique et son écosystème sera pris en charge et préservé, non seulement aujourd'hui, mais surtout pour les générations à venir. Donc vraiment, c'était un des très très grands personnages pour la préservation de la Patagonie, que ce soit Patagonie chilienne ou argentine. Nous passons donc à la prochaine diapositive. Très bien. Alors, voici donc un hôtel territorial qui s'appelle le Ocio, qui est situé dans l'archipel de Chiloé. Chiloé, c'est une petite île qui est vraiment au nord de la Patagonie et il est implanté sur un terrain de 20 hectares. Ces 15 chambres et les services ont été conçus pour impacter au minimum le territoire et l'environnement, développant ainsi un lieu unique où le repos et la connexion avec l'environnement, les gens et la culture deviennent une véritable expérience. C'est-à-dire que les personnes qui sont sur place, les locaux, ce sont vraiment ces personnes qui vont être acteurs du tourisme et qui vont vous faire découvrir vraiment toutes les cultures et traditions de l'île de Chiloé. Donc, ensuite, nous allons parler un petit peu de sport sur le Chili. Donc, sable, soleil et adrénaline, le mélange parfait qui fait du sandboarding l'une des activités les plus ludiques du pays. Le Chili est l'un des endroits parfaits pour glisser sur des gigantesques dunes à grande vitesse. Avec le désert le plus sec au monde, donc le désert d'Atacama, vous pourriez surfer sur le sable sur des dunes sans fin. Donc, on peut faire cette activité, que ce soit dans le nord, à San Pedro d'Atacama. Ce qui est assez fantastique à San Pedro d'Atacama, c'est qu'on peut faire ça dans la vallée de la mort. Donc, vraiment, on a des énormes dunes et on est vraiment dans un paysage complètement lunaire. On a vraiment l'impression d'être au bout du monde. Et on peut aussi faire ça dans la région centrale, aux alentours de Valparaíso, Concón, où il y a des très très grandes dunes. Et là, dans ce cas-là, on fait vraiment du sunboarding face à la mer. Donc, c'est 2 moyens de faire du sunboarding et c'est vraiment très sympa et on a vraiment des excellentes sensations comme si on était vraiment
en train de surfer sur la neige. Le surf également au Chili. Donc, le Chili compte plus de 4000 km de côte, comme on l'a vu au début. Et dans la zone centrale du pays, à Pichilemu, a été baptisée donc la capitale du surf. Il accueille les accros d'adrénaline avec des vagues de plus de 6 mètres de hauteur et des courants qui offrent des conditions idéales pour les surfeurs. Pardon. Il y a également donc un climat tempéré toute l'année dans le nord à Arica et cela est très apprécié donc également pour faire du surf. Donc il y a vraiment deux spots. Pichilemu, ça restera quand même le top, disons, du Chili, et il y a un deuxième spot très important qui sera donc situé à Arica et également à Iquique. Donc là, on est vraiment sur le nord du Chili. Donc, nous allons donc maintenant voir Pérou. Pérou, donc un pays assez exceptionnel. Le Pérou est un paradis pour explorer des paysages naturels. Si vous êtes intéressé par la nature, alors le Pérou est votre destination sans aucun doute. Troisième pays d'Amérique du Sud, c'est l'un des pays les plus variés au monde. C'est une nation multiculturelle, remplie de traditions, d'une gastronomie unique et de vastes réserves naturelles. C'est vrai que la culture péruvienne est très importante, notamment avec les civilisations incas, mais il y a tout le thème de la gastronomie qui se développe de plus en plus au Pérou. Le Pérou est certainement le pays qui offre la meilleure gastronomie en Amérique du Sud et elle est vraiment de plus en plus reconnue par toutes les personnes, par tous les gastronomes du monde. Donc, le Pérou, où chaque expérience est unique. Donc, on voit que la jungle recouvre 59% du Pérou, donc plus de la moitié du Pérou. Les hauts plateaux représentent 30%, 3000 km de région côtière, donc la moitié du Chili, et une densité de 25 habitants par kilomètre carré, donc ce qui en fait aussi une densité assez faible. Donc, nous allons ensuite découvrir l'imposante la vallée de l'Arc-en-Ciel, la montagne de l'Arc-en-Ciel, pardon, qui présente donc cette tonalité due à l'érosion des pierres sédimentaires. Ceci se forme sans aucune intervention de l'homme et est comparé à un arc-en-ciel terrestre. Il est situé dans la province de Canchis, très proche de la montagne enneigée. On est vraiment sur les Andes, on est sur des altitudes très importantes. On fera tout un circuit pour vraiment pouvoir s'acclimater et profiter au maximum de ces espaces, puisque pour arriver à ces hautes altitudes, il faut vraiment avoir une bonne acclimatation. Mais en tout cas, ça en vaut la peine. Les paysages sont vraiment à couper le souffle. Et cette photo en est la meilleure illustration. Nous partons ensuite donc sur le canyon de Colca, qui est situé au nord de la ville d'Arequipa. Le canyon de Colca est l'un des endroits les plus profonds de la planète, atteignant une profondeur de 3400 mètres. En fait, pour être plus exact, c'est le deuxième endroit au monde, le deuxième endroit le plus profond au monde. D'accord ? Sur cette zone, l'érosion de la rivière Colca crée un canyon d'environ 70 km de longueur et est l'un des plus profonds du monde, comme je viens de le dire. Les paysages sont magnifiques, mais par contre, il y a des vents très très forts. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'il y a un mirador, donc un point de vue où l'on peut observer les condors, qui est l'un des oiseaux les plus gros au monde et qui peut atteindre une envergure de 2,5 à 3 mètres d'envergure. Et vu qu'on est vraiment sur un mirador, on va vraiment les voir passer au-dessus de nous et c'est vraiment très, 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 très impressionnant. Sur cette vallée, on a plusieurs choses à faire, comme plusieurs journées de trek. Ça, plusieurs activités sont disponibles sur place. Ensuite, donc le parc national de Manu. Alors, le parc national, donc explorer le parc national de Manu à travers ses sentiers et ses rivières, c'est comme découvrir l'origine de la vie et cela attire des scientifiques et des chercheurs du monde entier. Ici, se réveiller à l'aube signifie être témoin de l'émeute des couleurs et des sons déchaînés par la forêt alors qu'elle célèbre un jour nouveau. Une forêt où la beauté incomparable des orchidées offre des couleurs vives au milieu de la verdure. La nuit, une promenade en bateau est le meilleur moyen de repérer les caïmans, les grenouilles et, si vous êtes chanceux, un jaguar à la recherche de nourriture. À Manu, chaque seconde apporte des formes de vie étonnantes dans une variété infime. Donc là, vraiment, on est au milieu de la nature. On va vraiment vivre en harmonie avec la nature et on a plusieurs moyens de la visiter. Donc, que ce soit que par bateau, mais aussi on a plusieurs balades qui sont vraiment très, très intéressantes. Beaucoup d'espèces d'oiseaux, des caïmans, on peut avoir des jaguars, des pumas, des tilicas. On a vraiment une faune très, très impressionnante dans ce parc national.
nous allons donc maintenant dans la vallée sacrée. Donc, la vallée sacrée qui est la vallée qui va de Cusco jusqu'au Machu Picchu. Donc, on peut atteindre le Machu Picchu soit par train, ce qui se fait plus traditionnellement, mais pour les plus aventuriers, on peut faire donc de Cusco au Machu Picchu, donc en passant par cette vallée sacrée et en faisant plusieurs jours de trek. Alors, la tyrolienne des vallées sacrées offre aux personnes de tout âge la possibilité de survoler cette magnifique vallée d'une manière sûre et amusante. La tyrolienne dispose de 7 lignes ou câbles de 150 mètres à 700 mètres pour un total de 2800 mètres de tyrolienne. Donc, on va vraiment faire des trekking, on va devoir traverser plusieurs fois la rivière, que ce soit sur des ponts, avec une tyrolienne, etc. C'est vraiment une aventure hors du commun et on arrivera directement donc sur le site, sur le magnifique site du Machu Picchu. Huiloc Patacancha. Alors, Huiloc Patacancha, donc les communautés de Huiloc et Patacancha sont situées à 2900 mètres d'altitude, à 19 km d'Ollantaytambo ou 45 minutes en voiture le long d'un chemin de terre. Patacancha est une petite ville de 250 familles située à 1 heure de route, en passant d'abord à travers la communauté de Huiloc. Huiloc est un groupe ethnique très particulier selon certains écrivains et maintient une ligne directe depuis le dernier Inca. Les résidents de ces communautés maintiennent leur culture en vigueur. Une des spécialités de ces descendants des Incas sont les textiles et leurs vêtements. Donc ici, on va vraiment avoir la possibilité d'être au contact de la population locale, de voir vraiment comment leur manière de fabriquer tout ce qui est textile et habits, mais aussi on va voir leur manière de cultiver, puisque les Incas avaient vraiment des facultés et des techniques très particulières pour pouvoir cultiver différents légumes et créer des écosystèmes sur un seul et même endroit. Donc tout ça, c'est vraiment très intéressant et on va vraiment se mettre au contact de cette population locale. Nous allons passer donc maintenant à la Bolivie. La Bolivie qui est un territoire aux multiples facettes. Le pays est divisé en 9 régions et chacune a sa propre spécificité et merveille à découvrir. Car ce qui se démarque en Bolivie, c'est la richesse de sa nature. Chaque lieu a sa particularité et une forte identité naturelle. La Bolivie, c'est vraiment, on est vraiment sur des très hautes altitudes. On peut passer de paysages andins, comme on a pu voir tout à l'heure au Pérou, mais également sur des paysages salins, comme le Salar de Uyuni qu'on va voir maintenant. Donc, 59% de plaine, 28% de région andine, seulement 13% de subandins et une densité de 10 habitants par kilomètre carré. Donc pour l'instant, c'est le pays le plus faible d'habitants sur notre représentation. Donc voici le fameux Salar de Uyuni. Donc le Salar de Uyuni est considéré comme le plus grand du monde. Il aura une superficie de 12 000 km². Chaque année, des milliers de touristes viennent à Uyuni pour découvrir le fantastique désert de sel. Ces salines sont l'une des vues les plus remarquables de la Terre. Le Salar de Uyuni en Bolivie est une incroyable expérience. Sur cette photo, concrètement, on voit vraiment que c'est le Salar de Uyuni qui est inondé. Donc une fois par an, il s'inonde et fait vraiment des reflets exceptionnels. On a vraiment l'impression de regarder un miroir. Vous voyez très bien la photo, illustre très bien le Salar de Uyuni. Sachez également que depuis le Salar de Uyuni, donc au sud-ouest de la Bolivie, on peut très rapidement et très facilement se connecter avec le Chili, donc le Chili dans le nord d'Atacama, ou avec le nord-ouest argentin. Donc pour faire des combinés, il n'y a aucun souci pour avoir des passages frontières à cet endroit-là. Donc le lac Titicaca. Le lac Titicaca, c'est le lac le plus haut et le plus haut au monde, avec 3810 mètres au-dessus du niveau de la mer des Andes, et à cheval entre le Pérou et la Bolivie. Donc on peut traverser le lac Titicaca le lac Titicaca est navigable. Donc vraiment, on a vraiment des superbes excursions en bateau possibles. Et c'est le deuxième plus grand lac d'Amérique du Sud. Il abritait autrefois l'ancienne culture Tiwanaku, qui a laissé des traces de leur civilisation dans l'architecture mégalithique et les systèmes agricoles complexes. Après la mystérieuse disparition des Tiwanaku, les peuples Quechua et Amaya ont depuis habité la terre et maintenu leur tradition folklorique exceptionnelle, riche et séculaire. Ensuite, nous allons dans la vallée des âmes, donc
la vallée des âmes qui est proche de La Paz. Donc cette zone est frappante pour ses formations géologiques en forme de flèches ou d'aiguilles regroupées par centaines, rangées et atteignant des grandes hauteurs, parfois jusqu'à 50, même 100 mètres de haut. Certains ressemblent à des âmes pétrifiées. Il y a une végétation clairsemée, principalement des herbes et des petits arbustes. Des oiseaux comme les moineaux et l'Ave Maria voltige. Donc c'est vraiment des choses qu'on peut faire facilement aux alentours de La Paz. On y est rapidement et ce sont des endroits vraiment fantastiques pour sortir un petit peu du brouhaha que peut générer, j'ai envie de dire, La Paz et de ces très hautes altitudes. C'est vraiment des alternatives proches de la capitale qui sont vraiment très très intéressantes. Nous allons ensuite donc sur un projet qui lui me tient particulièrement à cœur. Donc c'est les hôtels Taïka. Donc c'est né en fait d'un rêve, faire cesser les membres des communautés d'être partie du paysage pour devenir acteurs de leur propre développement. Chaque association communautaire possède un pourcentage de l'hôtel et reçoit une partie des dividendes générés par l'hôtel. Chaque hôtel est une source de travail pour plusieurs membres de son association qui ont non seulement participé à la construction de l'hôtel, mais qui y travaillent maintenant. Enfin, chaque touriste qui visite l'hôtel apporte une contribution d'$1 à un projet qui profite à toute la communauté. Cette contribution a été utilisée pour améliorer les routes, créer des systèmes d'égouts ou offrir un bonus aux personnes âgées. Ce fait de visiter la chaîne d'hôtels Taïka, une expérience différente. Ils ne sont pas seulement situés dans des lieux uniques avec des paysages qui vous laisseront de marbre, mais votre visite soutient le développement de chaque communauté. Pour Taïka, les communautés ne sont pas de simples bénéficiaires d'un projet, ce sont les propriétaires d'hôtels comme Taïka des Sal, Taïka del Desierto ou Taïka de Piedra. Donc là, on est vraiment sur un type d'hôtel qui vraiment fait participer la population locale à part entière, que ce soit au niveau des cuisines, au niveau des installations. Les matériaux utilisés sont également de la région et chaque personne qui travaille dans cet hôtel perçoit un salaire, etc. Donc c'est vraiment, j'ai envie de dire, presque un projet unique en Amérique du Sud. Ensuite, donc la fameuse vallée de la mort, je suppose que vous en avez entendu parler. Si vous êtes prêt à prendre de vrais risques dans votre recherche d'expériences mémorables, si c'est le cas, la tristement célèbre route de la mort en Bolivie pourrait bien être le voyage pour vous. Donc c'est vraiment une expérience qui est pas dangereuse, hein, parce que vraiment on est sur un VTT. C'est totalement une descente entière. On part de La Paz, jusqu'au village de Coraico. Et c'est vraiment tout en descente. Maintenant, c'est vrai qu'il n'y a pas de barrière et quand on se penche un petit peu, on est vraiment très très impressionné par le vide qu'il y a sous nos pieds. C'est vrai qu'elle est tristement célèbre puisqu'il y a beaucoup de camions et de bus qui se sont renversés dans cette vallée. Mais bon, c'est sensations fortes garanties. C'est également quelque chose comme la vallée des âmes qui se fait, qui est vraiment à côté de La Paz et qui peut se faire vraiment très rapidement sur une demi-journée. C'est une superbe expérience, une bonne journée de VTT. Maintenant, nous allons passer à la Colombie. Je vais laisser donc Eleonora prendre la suite sur la Colombie. Oui, merci Edouard. Moi, je vais vous introduire quelque chose sur la Colombie. Bon, la Colombie est l'un des meilleurs endroits au monde pour l'écotourisme, en fait, parce que peu de pays peuvent offrir la variété que la Colombie offre, des sommets enneigés des Andes aux vastes plages du parc national de Tayrona, en passant par les denses jungles de l'Amazonie. La Colombie offre vraiment à l'écotouriste un éventail d'options infinies. On va voir ici que vous voyez la Colombie est le pays avec la deuxième plus haute biodiversité dans le monde, seulement derrière le Brésil. Elle a une superficie de forêt de 54%, un littoral de 3200 km et une densité un peu plus haute par rapport aux autres pays, de 42 habitants pour kilomètre carré.
La Colombie occupe la première position mondiale en nombre d'orchidées et d'oiseaux, la deuxième position en nombre de plantes, amphibiens, papillons et poissons d'eau douce, la troisième place pour espèces de palmiers et de reptiles et la quatrième place dans le monde en matière de biodiversité de mammifères. Donc, c'est un pays vraiment très, très riche. On commence ici pour Caño Cristales. Caño Cristales est situé dans le département de Meta, dans le parc national de la Serranía de la Macarena. C'est une section de rivière dans le parc qui s'étend pour 100 km et c'est une des plus belles rivières du monde. Pendant 6 mois de l'année, l'affluent ressemble à n'importe quel autre fleuve, mais entre les mois de juin et novembre, le fleuve s'anime avec toutes ces couleurs, avec des teintes jaunes, bleues, vertes, rouges, noires. Le parc national de la Serranía de la Macarena est une zone protégée couvrant 6200 km², située au point dans la Colombie où se rencontrent la forêt de l'Amazonie, la chaîne des montagnes des Andes et les plaines de la savane de los Llanos. Et c'est l'un des écosystèmes les plus riches en biodiversité du pays, avec des forêts sèches, des forêts tropicales, des arbustes, des savanes. No, Camila, a otra, por favor. Si. Et cette zone possède une grande variété de flore et de faune avec plus de 2000 plantes, 550 espèces d'oiseaux. Ah, Eleonora? Alors, un petit instant, on a un petit problème de connexion avec Eleonora. On va résoudre le problème immédiatement. Je vous demande un petit instant. Si vous voulez, Camila, ¿podemos ir a la parte de Argentina si sigo con la parte de Argentina? Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais continuer directement sur l'Argentine et puis Eleonora reprendra la suite un petit peu plus tard. On a eu un petit problème, je m'en excuse. L'Argentine, alors l'Argentine, très très grand pays aussi, deuxième plus grand pays d'Amérique du Sud avec 4300 km de côte atlantique. On a également tout ce qui est Patagonie, donc au sud. On a le nord-ouest argentin. On a également tout ce qui est Pampa, donc un petit peu au sud du Paraguay, donc vers le centre de l'Argentine. Et les chutes d'Iguassou qui sont au nord-est de l'Argentine, qui sont partagées entre le Brésil et l'Argentine. Donc c'est vraiment un pays qui est extraordinaire avec une capitale Buenos Aires qui est fantastique. Alors nous allons tout d'abord voilà, un petit peu donc les zones naturelles en Argentine, comme je vous l'ai dit, c'est 79% de forêts, de lacs, de pampas et de glaciers. Même si les principaux glaciers sont au Chili, l'Argentine dispose de très grands glaciers, dont le fameux Perito Moreno que tout le monde connaît. Il dispose également de 20% de zones urbaines, un littoral, comme je dis, de 4366 km et une densité de 14 habitants par kilomètre carré, puisqu'il est très très grand, surtout en Patagonie, il y a vraiment de très très faibles densités et vraiment des étendues très importantes. Donc nous allons tout d'abord voir le Esteros de Ibera. Alors c'est le deuxième plus grand plan d'eau douce au monde, juste après le Pantanal au Brésil. Ils ont une caractéristique extrêmement importante, non seulement pour l'Argentine, mais aussi pour le monde en général. Situé à 700 km au nord de Buenos Aires, aujourd'hui, même le commerce touristique en pleine expansion vers l'Argentine, les zones humides sont pratiquement intactes et sont l'un des endroits en Amérique du Sud pour se diriger vers des activités fauniques et ornithologiques.
Outre l'eau, cette zone pour le tourisme est l'une des plus intéressantes et préservées d'Argentine. Et la chance de pénétrer dans des zones humides pour vraiment avoir une idée de cet espace vaste et intact. La faune est certainement la raison de venir dans cette région et elle en est abondante. Avec un peu de chance, on peut voir donc surtout la nuit, on va vraiment se balader sur les rivières, on va pouvoir voir des caïmans. Avec un peu de chance et surtout si on est bien protégé, on va pouvoir observer des jaguars, des pumas ou même des tilicas dans ce magnifique parc de Ibera. El Chalten, que dire d'El Chalten? C'est vraiment la mecque du trekking en Argentine. Il faut savoir, c'est la ville la plus récente d'Argentine et comme j'ai dit, la capitale nationale du trekking. Ce nom est dû à la montagne mythique qui se démarque du reste des sommets. La plupart des visiteurs de cette ville sont attirés par un défi, la pratique du trekking, mais aussi l'escalade. Trekking et marche sur certaines des imposantes aiguilles granit qui entourent le village. Donc, vous avez de nombreuses options, vous avez plusieurs manières de faire des trekking, donc que ce soit la journée, vous avez également de plusieurs niveaux. Hein. Vous pouvez faire des treks de 1 journée, 2 journées, 3 journées, vous pouvez même faire le tour du mont Fitzroy. Et également, bon, pour ceux qui aiment l'escalade, c'est le paradis de l'escalade avec des parois en granit de plusieurs centaines de mètres de haut. Donc, il y a plusieurs voies d'escalade qui sont vraiment abruptes et très impressionnantes. Nous allons donc aller ensuite à la péninsule Valdés. Donc là, on est vraiment au nord de la Patagonie, côté de l'Atlantique. Donc la péninsule Valdés en Patagonie est un site d'importance mondiale pour la conservation des mammifères marins. Il abrite une importante population reproductrice des espèces menacées, telles que la baleine franche australe, ainsi que d'importantes populations reproductrices d'éléphants de mer et lions de mer. Et ça, c'est vraiment le plus intéressant à mon sens. Les orques dans cette zone ont développé une stratégie de chasse unique pour s'adapter aux conditions côtières. Donc les orques viennent 1 fois par an dans cette région pour se nourrir et si on a de la chance, on peut vraiment voir les orques se nourrir et attaquer, que ce soit les otaries, les pingouins, etc. Et c'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Il y a d'ailleurs beaucoup de scientifiques qui se rendent sur place à cette période pour pouvoir filmer ce phénomène. Il y a également le sous-marin jaune, qui est un navire unique. En fait, c'est un semi-sous-marin. Et vous pourrez vraiment observer, et vous allez pouvoir observer les baleines en fait, depuis un hublot qu'il y a sous ce sous-marin ou sous ce bateau. Donc, il est totalement durable et offre une expérience unique sans aucune émission de pollution. Donc, pareil, quand les baleines viennent se reproduire, vous avez vraiment, comme vous voyez sur la photo, vous voyez vraiment les baleines, elles sont vraiment très, 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 très proches de vous. C'est vraiment très, très impressionnant, magnifique région et magnifique endroit à les visiter. Donc, de fin mai à début décembre. Sachant que les orques, nous ne savons pas exactement quand est-ce qu'ils viennent, ça dépend un petit peu de leur parcours, mais généralement, c'est aux alentours du mois d'octobre-novembre. Ensuite, l'Aldea Lodge. Alors, donc, dans l'Aldea Lodge, donc, ça allie la nature et le confort à travers ces chambres qui valorisent la rusticité et le natif dans les terres missionnaires. Donc, tous les meubles sont réalisés par des artistes de la région et avec du matériel de la région. On est vraiment sur un hôtel écotouristique et qui va vraiment vous faire prendre conscience de l'impact que l'être humain peut avoir sur que ce soit l'environnement, les populations locales, etc. Donc, vraiment, quand on sort de cet hôtel, même si c'est un hôtel 4 étoiles, entre guillemets, de luxe, avec des piscines, etc., on sort vraiment de cet hôtel avec impacté par tout ce qu'on a vu et tout ce qu'on a appris en fait sur l'impact des hommes sur la nature. Voilà. Et ça, c'est donc à Iguaçu, donc à côté des chutes d'Iguaçu, entre le Brésil et l'Argentine. Donc, voici d'autres activités qu'on peut faire donc, en Argentine. Bien entendu, donc,
dans la région des lacs et des volcans à Bariloche, tout ce qui est kayak, trekking également. Il y a également des magnifiques passages frontières qu'on peut faire en trekking entre le Chili et l'Argentine, des navigations. Il y a également beaucoup de volcans. Certains sont actifs, certains on peut les gravir, on peut aller voir des glaciers. C'est une magnifique région, donc au nord de la Patagonie. On peut aller, bien entendu, faire du ski à Mendoza. Le fameux Perito Moreno, qui est un des glaciers qui ne fond pas, qui reste stable. C'est vraiment sa particularité. Et l'autre particularité de ce glacier, c'est qu'il est très facile d'accès. Par définition, un glacier est compliqué d'accès. On a besoin de faire beaucoup d'heures de navigation, on a besoin de faire beaucoup d'heures de marche, alors que là, à ce moment-là, on est vraiment sur un glacier qui est très accessible avec beaucoup de passerelles, plusieurs kilomètres de passerelles. On va vraiment être face au glacier. C'est vraiment très impressionnant. Et également, donc, tout ce qui est balade à cheval dans la région du nord-ouest argentin. Alors, on a un petit problème avec Eleonora, donc je vais vous faire la présentation de la Colombie et du Brésil. Donc, Camila, ¿puedes volver a Colombia y Brasil, por favor? Donc, désolé, mais Eleonora a eu un petit problème. ¿Puedes ir a la siguiente? Eleonora? No, soy Laura. Y, ¿puedes seguir con Colombia leyendo y comentando, sí? Sí, es lo que voy a hacer ahora. Ok, perfecto. Gracias. Donc, désolé, mais je vais vous donc, lire les diapositives. Camila, ¿puedes ir a la siguiente? La siguiente también, porque esta ya lo había hablado. Voilà. Alors, le Tatacoa désert, donc le désert de Tatacoa, dans le département central de Huila, est un attrait populaire pour les voyageurs en Colombie, qui viennent ici pour les paysages désertiques surréalistes, l'incroyable observation des étoiles et le sentiment d'isolement. Quand visiter, donc la meilleure partie d'un tour dans le désert de Tatacoa est que vous pouvez visiter le désert de Tatacoa toute l'année. Forcément, les déserts, généralement, on peut les visiter toute l'année, même s'il faut faire quand même attention aux saisons des pluies. Hein. Mais bon, généralement, c'est vrai que les déserts sont généralement visitables tout au long de l'année, contrairement à des endroits comme la Patagonie, comme on vient de le voir. Donc, le parc national de Tayrona. Tayrona est situé sur la côte des Caraïbes. Non seulement abrite certaines des plus belles plages de Colombie, mais elle est également riche en culture colombienne, en faune et en forêt tropicale. Donc, le temps à Parque Tayrona est à son meilleur, donc de janvier à mars, avec un ciel principalement sec et des températures plus douces. Généralement, en Colombie, la saison des pluies, si je ne m'abuse, c'est aux alentours du mois de juillet et du mois d'août. Ce n'est pas des pluies torrentielles, mais pas toute la journée, je veux dire, mais assez fortes quand même. Biohabitat Hotel, donc dans la région du café. L'hôtel Biohabitat Hotel est un lieu conçu en harmonie avec l'environnement naturel qui nous entoure en intégrant les espaces architecturaux à la nature. Il est situé dans un point idéal pour visiter les charmantes villes déclarées, sites du patrimoine mondial par l'UNESCO. L'hôtel possède un restaurant slow food basé sur des plats conscients et préparés à la main. Tous les ingrédients proviennent des fournisseurs locaux. Donc, c'est un petit peu les mêmes projets que l'on a vus, par exemple, dans les hôtels taïkins en Bolivie. Vraiment, la population locale fait partie intégrante du projet. Elle participe aussi bien dans les constructions d'hôtels que dans l'élaboration de la nourriture, que dans les visites. Donc, les populations locales peuvent aussi bien être les guides qui vous feront découvrir leur région. Donc, les mountain biking tours donc, à San Gil, donc on voit que c'est dans le nord-est de la Colombie, et également le kitesurfing donc, à Carthagène, ville coloniale vraiment magnifique et au bord de la mer des Caraïbes. Et donc, le Brésil, nous allons voir le Brésil, donc le plus grand pays d'Amérique latine, hein, le portugais sa langue principale. Donc on a vraiment une partie Amazonie avec Manaus, on va pouvoir découvrir
une faune très très dense, voilà, tout ce qui est anaconda, dauphin rose, caïman, etc. On va avoir le sud avec Rio, Paraty, des plages paradisiaques, et le nord brésilien avec les fameuses et les magnifiques dunes de sable. Donc 59% de forêt, donc plus de la moitié du pays, 0,98% de zones urbaines, une côte de 7491 km et une densité de 19 habitants par kilomètre carré, donc très très faible étant donné la grandeur de ce pays. L'Amazonie. Donc l'Amazonie, la plus grande forêt tropicale et le plus grand poumon du monde, abrite un tiers des plantes et des animaux de notre planète. Un paysage incroyable, non contaminé, où les rivières s'entrelacent, donnant lieu à un phénomène particulier où les eaux se rencontrent. Un endroit où vous pourrez découvrir les secrets de la forêt à travers les yeux des peuples autochtones qui y habitent encore. Donc voilà, la forêt d'Amazonie, comme je vous l'ai dit, on va pouvoir vraiment faire des navigations sur les lacs, aller observer que ce soit aussi bien la forêt, mais également tout ce qui est caïman, dauphin rose, anaconda, etc. On va vraiment avoir la possibilité de rencontrer tout cela. Les routes des émotions. Donc, dans le nord-est brésilien, il y a également, donc voici les dunes de sable dont je vous parlais en introduction. Le long de la côte nord-est, en visitant les Lençois, désolé, je ne parle pas portugais, un tapis infini de dunes de sable et de lagunes d'eau de pluie aux nuances infinies de bleu, bleu clair, vert émeraude. Le delta de la rivière Paranaíba, un archipel de plus de 70 îles avec forêts, mangroves, animaux sauvages et oiseaux rares. Jericoacoara, qui, grâce au contact intense avec la nature, a plus d'une raison d'être considéré comme un paradis. Il y a également ici, si je ne m'abuse, beaucoup de kitesurf et d'expéditions en 4x4 vraiment très intéressantes. Jalapão State Park, l'une des plus grandes destinations d'aventure du pays et destination idéale pour l'écotourisme. Le parc du Jalapão offre de magnifiques paysages avec des cascades, des dunes de sable, des canyons, des énormes rochers et des sources thermales. Les paysages naturels du Cerrado, la savane brésilienne, sont caractérisés par des rivières, des formations rocheuses et de nombreuses espèces de faune, telles que des jaguars, des loups, guaras et des oiseaux. Vila Calao, donc à Jiricao aussi, Jericoacoara, l'aventure la plus essentielle de l'être humain est la rencontre avec soi-même et avec la nature. C'est l'esprit qui caractérise cet hôtel de Jericoacoara, où l'architecture privilégie les matériaux locaux, le vent et la climatisation des chambres. L'énergie provient des panneaux solaires. Le jardin bio fournit des produits au restaurant. Donc là, on est encore sur un hôtel presque 100% durable qui utilise aussi bien donc, ses propres produits, aussi bien alimentaires que construction pour élaborer toutes les décorations de leur hôtel. Donc, les activités ludiques et physiques en utilisant ce que nous offre la mère nature, c'est l'esprit qui anime le peuple brésilien qui se retrouve à passer des moments de joie en alliant habileté, agilité et rythme. Et donc, bien entendu, le foot-volley qui devient une des activités phares sur les plages du Brésil. Voilà, donc voici, donc je vous présente quelques-unes de nos éthiques. Donc, au Chili avec Johanna, on a Laura en Argentine, on a Raphaël en Colombie, voilà, on a vraiment toutes nos équipes. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. Je n'ai pas regardé sur le chat si vous nous avez envoyé des questions, mais en tout cas, toutes ces équipes, elles sont connectées et ont reçu vos questions. Elles vous répondront donc par mail, soit aujourd'hui, soit demain. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Nous sommes avec vous pour répondre à vos questions. Merci beaucoup. Désolé pour ce petit imprévu avec Eleonora. On a eu un petit problème Internet. J'espère que la présentation vous a plu et je vous dis donc à très bientôt pour le prochain webinaire de Liberty.
À très bientôt. Au revoir. Merci encore.